Jusqu'à, franchement, c'était dur, mais mon père, je lui ai dit j'ai toujours pensé que je n'étais pas à la hauteur et que tu aurais préféré avoir un enfant à toi, quoi. Ouais, putain, ouais, c'était trop dur. Ouais. Ah ouais, franchement, mon papa, c'était... pff. Naela, Ina, Chilaena, Chili Chef and Dance, Chilena. Chilena. Bon. Tu sais pourquoi je m'appelle Ina? Pourquoi tu t'appelles Ina? Tu sais pas? Non. Isabelle, Naëla et Angela. Du coup, tu prends les 3 initiales et ça fait Ina. Sympa. Isabelle, c'est le premier prénom quand j'ai été baptisée. Ouais. Angela, c'est mon prénom du Chili, Ok. juste avant que je sois adoptée. Et Naëla, c'est une identité que je me suis créée quand j'avais 14 ans. Et Naëla n'existe pas. Ok. Mm. Du coup, ça donne Ina. Comme ça, c'est pour ça que je disais, quand tu m'appelles Ina, t'as les 3. J'aime bien. Donc, faut t'appeler Ina. Enfin, tu préfères qu'on t'appelle Ina. C'est pas tout le monde qui a le privilège de m'appeler Ina. Ok. Donc, Est-ce que du je peux coup, t'appeler Ina? Tu peux m'appeler Ina. Ah, Tu peux m'appeler merci. Ina. Ina, l'inarrêtable. Ça sera le titre de ce podcast. J'ai rencontré quelqu'un de passionné et d'inarrêtable, vraiment. Parce que j'ai pas dit ça juste pour le jeu de mots. Vraiment, quelqu'un qui va de l'avant, qui se débrouille, qui se démène, qui avance. Peu importe les obstacles, les embûches, les difficultés de la vie. Parce que ça fait quelques années que je te connais et je t'ai vu dans tes beaux moments comme tes moments difficiles. T'en as vécu, Dieu sait que t'en as vécu des moments pas faciles. Ouais. Comme tout entrepreneur et personne un peu sensible qui se respecte. Hypersensible. Voilà, pour pas dire hypersensible. On va stopper les éloges pour le moment. Est-ce que, Naëla, tu peux, toi, te présenter? Ina. Présente-toi. Comment tu te présenterais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, tu veux que je me présente professionnellement? Professionnellement parlant pour l'instant. Ok. Alors, je suis entrepreneuse. J'ai développé mon propre concept fitness dance reggaeton pour rendre le reggaeton accessible à tous, quelle que soit la morphologie, le niveau, l'âge, le sexe ou l'handicap. Mon objectif, c'est de faire comme tous les concepts fitness dance, de former un maximum d'instructeurs pour ensuite pouvoir le rendre national, international, mondial. Que tout le monde crie Chili Shape and Dance. Voilà, elle m'a eu déjà. Donc ça c'est la première chose que j'ai développée et c'est quelque chose que je développe depuis maintenant depuis le début qu'on se connaît, donc ça fait un bon moment. Ça fait un moment, Et c'est vrai que je prends du temps parce que j'ai eu plein d'aléas, etc. Mais je suis toujours dedans et je lâcherai pas, c'est mon bébé. Et après, en parallèle, je suis coach sportif, professeur de danse. Je suis vraiment concentrée sur le reggaeton. Et maintenant, ma spécialité, c'est le reggaeton en talons. Et la reconnexion à son sacré féminin. Ça veut dire qu'à la base, je m'étais mis dans la danse et dans le fitness. Et autour de ces énergies, j'ai voulu créer quelque chose qui, du coup, me ressemble. Ressemble à mon identité, à ce que j'ai recherché moi. Et une fois que je l'ai trouvé, c'est pour que je puisse maintenant le véhiculer autour de moi. À côté de ça, je suis chroniqueuse sur C8 Gym Direct. Je fais mes émissions à la télévision. J'ai eu des petites chroniques sur Radio Latina de bien-être. J'ai créé ma marque d'habits, la Chili Boutique, qui est associée à Chili Shape and Dance. Comme on peut l'entendre, je sais pas, on dirait que tu as 10 000 vies, en vrai. Tu as fait 1 milliard de choses alors que tu as quel âge? 33. 33 ans. Et c'est ça que j'adore chez toi, c'est que t'es une battante, en fait. Tu fonces tout droit, tu te poses pas 10 000 questions et tu crées énormément de concepts. Mais ce que j'aime au-delà de créer des concepts, c'est que ce sont des concepts qui te ressemblent, qui reflètent qui tu es. Et tu as su garder cette énergie et la retransmettre aux gens. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler du thème. En fait, je suis en constante recherche de comment trouver son ikigai. Tu sais ce que c'est que l'ikigai, je pense, tu en as déjà entendu parler. Ou est-ce qu'il faut que je te refasse un petit résumé de ce que c'est? Moi, je peux te donner ma définition. Vas-y, donne-moi ta définition, ça si pourrait on a être la intéressant. même, tu vois. Pour moi, l'ikigai, en gros, c'est ta mission de vie. Voilà. Exactement. Point. Et ça réunit 4 points. Est-ce que tu connais ces 4 points? Je vais te les redire. Vas-y. Donc, faire ce que tu aimes, faire ce dans quoi tu es doué, faire ce pourquoi tu es payé et faire ce dont le monde a besoin. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses, à travers tout ce que tu as fait, ou peut-être dans une voie plus qu'une autre, ou peut-être avec le mix de toutes ces voies, avoir trouvé ton ikigai? Oui. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Qu'est-ce qui te fait sentir que tu as trouvé ton ikigai, ou en tout cas ton chemin de vie? J'aime créer, danser, partager, conseiller, accompagner, fédérer, et j'aime aimer. Du coup, j'aime les gens.
Ouais. Tu vois, donc forcément, ça aligne avec tout ce que je mets en place, quoi. D'accord. Ce dans quoi tu es douée? Ce en quoi je suis douée, je suis douée justement pour accompagner, fédérer, transmettre. Je suis douée pour reconnecter les âmes entre elles, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. C'est pourquoi tu es payée. Donc, est-ce que tu arrives à être payée grâce à ça? Oui. Ok. Depuis longtemps ou depuis peu? Non, depuis toujours, parce que j'ai commencé avec le fitness. Dès que je suis arrivée à Paris, je suis allée partout, je trouve du travail facilement parce que là où je trouve pas, je vais ailleurs en fait. Donc voilà, après rapidement je me suis mise dans l'acting, le cinéma et tout ça, les petits clips et tout. Et je suis rapidement devenue l'ambassadrice de Doctissimo aussi sur YouTube. J'ai commencé à avoir une petite notoriété. Puis après il y a eu les réseaux sociaux, Snapitos et tout, sur Snapchat. J'ai commencé à créer ma communauté pimentée. Et grâce à ça, j'ai décroché des petits contrats. Ensuite, j'ai créé des connexions avec les concepts des salles de sport. J'ai été formée. Et ensuite, j'ai fini à la télévision. Ok. Et ce dont le monde a besoin. Je pense que ça fait partie aussi de le fait d'aimer et reconnecter les âmes entre elles, j'imagine. Comment tu apportes aux gens ce dont ils ont besoin? Je pense qu'en fait, on apporte aux gens ce dont ils ont besoin à partir du moment où nous, on s'apporte ce dont on a besoin. Et à partir du moment où j'ai commencé à être alignée avec ce dont j'avais besoin, j'ai pu le transmettre aux autres. Donc c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui je suis capable de transmettre aux gens ce dont ils ont besoin par rapport à moi, ce que j'ai à proposer. Intéressant. Donc tu as réussi à réunir ces 4 points depuis peu, tu penses, ou depuis, au final, toujours? Parce que c'est quelque chose qui peut être évolutif, effectivement. Ton Ikigai, c'est une fois que tu as trouvé la voie, après, tu n'as plus qu'à grandir dedans, en fait. Oui, ça grandit de jour en jour parce qu'au final, je me rends compte que par rapport à mon parcours et à toutes les souffrances que j'ai endurées, du coup, j'ai grandi. J'ai pris en maturité, ma vibration d'âme aussi s'est agrandie. Et ce qui fait que ça m'a permis aujourd'hui d'être encore plus alignée à cet Ikigai. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur justement ces souffrances dont tu parles? De quoi tu nous parles exactement? Parce que j'ai l'impression que tu viens de loin et que tu as vécu des choses vraiment pas évidentes. Ouais. Bon, il y a plein de plans qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Si on prend par exemple le concept Chili Shape and Dance, pourquoi aujourd'hui je fais Chili Shape and Dance? En gros, moi, j'ai pu poser une phrase sur mon Ikigai parce que j'ai aussi fait beaucoup de suivi thérapeutique. J'ai cherché à guérir mes blessures d'âme, à me comprendre, à comprendre pourquoi j'étais tout le temps dans un mal-être, pourquoi avec certaines personnes, je me sentais rejetée ou pas acceptée, toujours différente. Et à force, j'ai compris que ce sont mes souffrances qui sont ma délivrance. D'accord. Et du coup, pour le concept Chili Shape and Dance, déjà, il faut savoir que Chili, c'est mon pays. Donc, j'ai été adoptée. Et j'ai toujours été en constante recherche d'une identité. Donc, je me suis aussi créé cette fausse identité de Naëla, qu'aujourd'hui, elle existe vraiment, c'est quelqu'un. J'ai voulu créer quelque chose au nom de mon pays, chercher à être patriote et à tenir les couleurs de mon pays comme je pouvais. J'ai eu beaucoup de critiques. On m'a traité de fausse chilienne. On m'a dit que j'utilisais mon pays pour me faire de l'argent. Dinguerie. Tu pars à Cuba, tu pars pas au Chili. Des trucs... Voilà, mais c'est OK. Mais quand on arrive après à savoir ce qu'on vaut, ce pourquoi on le fait, on n'est pas forcément touché. On prend pas les choses personnellement. Mais au début, quand on commence à peine et qu'on est hypersensible et que tout nous tient à cœur, on se sent forcément attaqué. Bien sûr. Et c'était super dur pour moi de me sentir rejetée par la propre communauté chilienne à Paris. Ne m'a même pas accueillie, quoi. Ouais, donc tu as déjà subi tout de suite du jugement. Dès que tu as commencé à te dire « Ok, je suis en train de trouver ma voie, de faire quelque chose que j'aime, je commence à être exposée », tout de suite on t'attaque sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai voulu prendre le mot Chili pour Chili Shape and Dance, parce que ça c'est le côté communauté, mais si tu prends le côté danse, pareil, à Paris, je suis arrivée à Paris, je suis issue du fitness, j'ai toujours aimé danser, tu vois, je danse parce que c'est mon âme qui vibre sur de la musique, je danse pas pour en fait faire des prouesses techniques ou quoi, jamais, c'était pas ça mon objectif, et malheureusement à Paris c'est réel, c'est comme ça, et c'est tout à l'honneur des professeurs et des gens qui sont dans ce milieu-là. Ils se défoncent, ils ont été dans des écoles, ils ont appris de la technique, aujourd'hui ils font des grandes scènes, etc. C'est pas mon objectif. Et il s'avère que ma lumière a fait que, malgré mon peu de technique, j'ai quand même réussi à faire des choses que d'autres personnes n'auraient peut-être pas réussi à avoir, parce qu'il a manqué ce petit truc, tu vois, que j'ai, moi, qui fait ma différence. Et forcément, ça a dérangé. Donc, je me suis faite
Je me suis fait rejeter, mise de côté, jugée. Regarde celle-là, elle donne des cours de reggaeton, mais elle n'a même pas les bases, elle connaît pas l'histoire, nanana. Mais en fait, tu comprends pas que moi, je viens du fitness, que moi, je suis une personne, j'ai toujours aimé vibrer et juste danser, lâcher prise et me sentir vivante. Faire ce que t'aimes et pas forcément rester dans des cases et même casser aussi un peu les codes, peut-être, tu vois. Oui. Et pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Tu vois, le pulse, là, où t'as le rond, il rentre dans le trou. Bah, en fait, moi, c'est comme si, en gros, c'était 2 trous. Donc, par exemple, c'était 2 ronds, tu vois. Et bien, moi, j'ai coupé mon rond pour rentrer dans le trou. Tu vois, je me suis oubliée, je me suis fait beaucoup de mal pour être acceptée. Donc, du coup, contre mes valeurs, j'ai perdu d'estime de moi, je me suis perdue moi-même. Je savais pas pourquoi je le faisais. Et c'est justement à travers toutes ces souffrances, tous ces moments où tu te dis, mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je vais pas bien? Pourquoi je fais ce que j'aime et pourtant ça marche pas? Parce que ça marchait pas spécialement, tu vois. J'avais du monde, mais j'avais beaucoup d'ennemis. Et moi, j'ai toujours été un rayon de soleil, j'ai toujours cherché à aimer, à être aimé. C'est aussi un petit souci aussi de toujours vouloir être aimé, parce qu'on peut pas être aimé de tout le monde. Et tu vois, quand tu as des blessures, tu cherches toujours l'amour, c'est qu'il y a d'autres petits problèmes à côté qu'il faut régler, tu vois. Du coup, à force de faire des recherches et de chercher pourquoi j'étais autant en souffrance, j'ai compris mon alignement. Et j'ai commencé en fait à m'en foutre. Je m'en fiche de ce que vous dites de moi, parce qu'en fait, je sais pourquoi je le fais. Et je le fais d'abord pour moi. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment une des clés. Et j'en parle, mais dans plein de sujets et avec plein de personnes. Et pas plus tard d'ailleurs que hier soir, on parlait de ça. Je disais, je crois qu'on se rend pas compte à quel point le je m'en foutisme peut être important dans la vie. C'est pouvoir se séparer du regard des gens, faire sans le jugement des gens. Et avancer là où tu as juste envie d'avancer parce que tu as envie de le faire et tu n'es pas là pour représenter tout le Chili, tu n'es pas là pour représenter les danseurs ou les fitness girls ou les gens qui viennent du Sud, on s'en fout en fait, tu auras toujours des gens pour critiquer parce qu'en fin de compte, ce sera toujours le reflet de ce que ces gens-là ne font pas ou ne font pas bien ou peu importe leurs raisons en fait pour lesquelles ils vont te critiquer, mais j'ai l'impression que est-ce que c'est à partir de ce moment où tu as réalisé ça, que tu as eu un certain tournant ou en tout cas que tu t'es rendu compte des choses, ça t'a libéré? Ou t'as toujours certaines souffrances, certaines difficultés encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je suis super alignée. Ouais, je suis vraiment alignée et je sais... c'est qu'en fait, là où j'ai commencé à être vraiment très, très alignée avec moi et avec tout ce à quoi j'aspire et ce que je veux transmettre, c'est à partir du moment où j'ai compris ma valeur, que j'ai appris à me connaître, que j'ai posé mes valeurs et surtout que j'ai su respecter mes limites. Voilà, là, c'est le moment où ça y est, en fait, tout ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. J'ai compris mon histoire, j'ai compris pourquoi maintenant je veux véhiculer tout ça. Et je sais comment aider certaines personnes qui viennent à moi parce qu'on attire à nous ce qui nous revient, tu vois. Donc forcément, par exemple, les danseurs, ils ne m'intéressent pas et je ne les intéresse pas spécialement, tu vois. J'ai mon public à moi, avec mon histoire à moi et je les accompagne à ma manière, tu vois. En tout cas, c'est fort parce que tu t'es créé tel un peu un diamant brut parce que Dieu sait que ça doit pas être évident d'évoluer sans peut-être ses parents génétiques ou sa vraie culture ou ses vrais... en tout cas, j'en ai connu qui étaient dans le même cas que toi et qui l'ont pas du tout pris de la même manière que toi. Et comme tout dans la vie, il peut y avoir des côtés, je vais dire bénéfiques entre guillemets, comme des côtés néfastes, mais tout dépend de comment tu le prends. Et toi, je pense que tu l'as pris du côté, j'ai tout à construire, j'ai tout à créer, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai eu un vrai parallèle. Je t'ai dit, j'ai connu une très bonne amie à moi à l'époque, qui était également chilienne, qui était également adoptée, pour qui c'était très difficile de passer outre et qui avait du mal à avancer, qui avait beaucoup de blocages vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression que toi, c'est un peu, tu l'as pris, en tout cas, tu as su le tourner d'une autre manière. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. En fait, moi, mon adoption, c'est une bénédiction. J'ai des parents incroyables. Vraiment, j'ai trop de gratitude. Et rien que le fait d'en parler, tu vois, ça me fait des émotions dans mon corps parce que j'ai été adoptée... J'avais 2 jours quand ma maman m'a portée dans ses bras. Et à chaque fois qu'elle parle de l'adoption et du moment où elle cherchait un enfant, parce qu'il y a aussi des antécédents, il y a le avant, quand tu te rends compte que tu ne peux pas avoir d'enfant, de quel milieu tu es issu, quelle religion par exemple, chose du genre, tu vois, en fonction de la famille avec qui tu es, le mari, la famille du mari, tu vois, enfin... En fait, quand on parle de l'adoption, il y a plein de choses à prendre en compte à partir... Enfin, si on prend déjà la famille qui adopte,
qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ce cocon-là quand ils ont dû apprendre que malheureusement, je ne peux pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui se passe après du côté de la mère biologique qui a un enfant qui potentiellement, en fonction des histoires de chacun et de chacune, doit se séparer de l'enfant ou n'est pas en capacité de s'occuper de l'enfant ou abandonne l'enfant. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une mère biologique qui sait qu'elle va devoir donner son enfant à une autre dame? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la maman qui adopte, donc ma maman, parce que pour moi, c'est ma maman, donc ma maman qui va adopter cet enfant qui n'est pas son enfant, mais qui va devenir son enfant? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de voler l'enfant de quelqu'un? En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de l'adoption, on a souvent le côté abandon, ce type de trauma. On ne pense jamais déjà juste aux mamans. On pense toujours à l'enfant qui a été adopté. Et c'est vrai que souvent, on parle des histoires d'enfants adoptés qui l'ont mal vécu. Et on ne va pas demander aux gens qui l'ont bien vécu comment ça s'est passé. C'est ça. Oui, parce qu'au final, moi, depuis toute petite, j'ai le souvenir que quand j'étais dans le caddie, on faisait les courses et j'entendais les gens qui disaient « Ah, c'est elle, la petite !» Et tu sens que les gens, tu vois, ils ne savent pas trop comment prendre la chose, comment parler de l'enfant adopté. Et au final, maman, elle disait toujours, et c'est Mime, je l'appelle Mime, elle disait toujours « Oui, c'est elle, c'est ma fille. C'est elle qui vient du Chili que j'ai adoptée. Oui, c'est ma fille. » Et à chaque fois, c'était ça. Oui, c'est ma fille, c'est elle qui vient du Chili, que j'ai adoptée, c'est ma fille. Et quand on était à l'école, voilà, donc votre papa s'appelle un tel, votre maman s'appelle un tel, vous venez du Chili, vous avez adopté, mais c'est nous vos parents, donc vous dites que c'est nous les parents, plus les numéros de téléphone et l'adresse, tu sais, on nous apprenait ça quand on était petits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été... en tout cas, dans ma famille, ça a été banalisé, quoi. C'est quelque chose de normal, où on a grandi avec ça. Par contre, j'ai eu droit, quand j'étais au primaire, c'est pas ta maman, mais comment tu fais? C'est bizarre. Je l'ai eu, hein. Forcément. Mais je sais pas. En fait, pour moi, ça a toujours été ma maman. Elle est... et mon papa, bien sûr, je parle plus de maman parce qu'on est plus connectés en termes d'émotions, mais avec Papou, c'est pareil. Hein. Papou, c'est le pragmatique, rationnel, stoïcien. Mime, c'est l'hypersensible, tu vois. Et c'est vrai que si tu vois mes parents, au final, tu te rends compte que ce sont mes parents. Même si elle est blonde aux yeux bleus et que papa, c'est un breton. Je le ressens pas, et pourtant dans les mimétismes, dans l'éducation et dans les valeurs, surtout familiales, tu vois, et tout ce qu'ils m'ont apporté en termes d'éducation, tu vois bien que ce sont mes parents. Et très bien, parce que tu arrives à ma prochaine question, quelles sont les valeurs que t'ont transmises tes parents, qui sont les plus importantes et fondamentales pour toi, et qui t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui? Les valeurs de mes parents étant petite, je pense qu'il y a eu déjà le respect. Le respect global, tu vois, on nous a toujours bien éduqués, et j'ai le souvenir qu'il fallait toujours bien se comporter. Tu vois, et c'était pas facile pour moi parce que très spontané, boule d'énergie, tout le temps à sauter dans tous les sens. Je l'entends encore crier Isabelle, viens ici. Parce qu'à la base, je suis Isabelle, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, c'était pas facile parce que j'étais vraiment hyper active. On m'appelait la pipelette. Okay. Donc pas facile. Ensuite, il y a la valeur familiale. La valeur familiale très importante où on est soudés, on est une famille, tu peux toujours compter sur papa, sur maman, et surtout tu peux raconter tes histoires, tes problèmes sans être jugé, plus avec Mime qu'avec Papou. Okay. Elle a été beaucoup plus présente à ce moment-là. C'est vrai que Papou, il était concentré sur le travail, tu vois, pour nous mettre bien. Au final, c'est aussi notre manière d'aimer et d'apporter de la sécurité émotionnelle. Et ça, c'est vrai qu'on oublie de le dire et de le mentionner, qu'il y a différents langages de l'amour. Exactement. J'en ai souffert. J'ai souffert de... Ça aussi, j'en ai souffert beaucoup dans mes relations, du coup, amoureuses, parce que j'ai manqué d'une sécurité émotionnelle paternelle et fraternelle, parce que j'ai aussi un frère qui a été adopté. Et c'est vrai que j'ai pas eu cette sécurité-là où je pouvais me retourner vers une figure masculine. Et donc, c'est vrai que c'est Mime qui jouait toujours ce rôle des deux. Mais c'est tout à son honneur parce que grâce à lui, j'ai pu faire des grandes études, j'ai toujours eu la pression à l'école et je voulais toujours faire de mon mieux dans la perfection. Voilà, c'est une autre manière aussi de le remercier. Et avec le temps, on comprend aussi que c'est pas donné à tout le monde de dire je t'aime, par exemple, parce qu'en fonction de comment tu as été éduqué, d'où tu viens, et bien, en fonction de ta culture, ton éducation, peut-être qu'on t'a jamais dit je t'aime déjà pour commencer, et qu'on t'a pas appris à le mentionner ou à poser des mots sur tes émotions. Donc forcément, Et puis, on ne l'exprime pas tous forcément de la même manière. On ne l'exprime pas tous de la même manière. En fonction des langages d'amour. Et une fois que tu as compris ça, tu te dis, ah oui, effectivement, tu comprends certaines choses. C'est pas parce qu'il ne raisonne pas comme moi, il ne dit pas les choses de la même manière que moi, qu'il ne le pense pas. Exactement. Mais j'ai mis du temps, beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est cette année-là que j'ai à peine compris à 33 ans et que je m'entends maintenant très, 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 très bien avec mon papou. Et que maintenant, on est dans une relation beaucoup plus émotionnelle. Parce que c'est pas facile aussi pour un homme, je pense, tu vois, d'ouvrir ses chakras du cœur, tu vois. Je te le confirme. C'est pas facile. C'est pas si évident. Bah ouais. C'est pas si évident. Donc, ouais, voilà.
Bah, c'est une très belle histoire. Enfin, merci déjà de nous partager ça parce que voilà, c'est pas forcément évident de raconter tout ça, j'imagine. Et pour revenir sur le chemin de l'ikigai et de ton entrepreneuriat, quelles ont été tes principales difficultés aujourd'hui pour arriver là où tu en es? Mes principales difficultés, premièrement, ça a été le fait que je mélange beaucoup le personnel et le professionnel, étant donné que je suis beaucoup dans l'amour, donc dans la naïveté, de croire qu'on est dans un monde de bisounours. J'ai rapidement fait confiance et j'ai beaucoup donné, parce que forcément, j'attendais beaucoup en retour. Très grosse erreur aussi à ne pas faire et qu'on apprend avec les leçons de la vie, tu vois. C'est ça. Mais ouais, ça a été la première grosse erreur et complications. Après, il y a le fait que je suis TDAH, tu sais, j'ai des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Bon, là, maintenant, je me suis un peu calmée, mais... Et c'est compliqué parce que quand on est comme ça, tout ce qui est administratif, papier, et quand tu es entrepreneur, il faut que tu gères tes comptes, URSSAF, que tu aies des dépenses bêtes pour pas oublier les déclarations, trucs du genre. Je chopais plein d'amendes, j'étais en retard sur plein de choses. J'étais pas au forcément... joie d'être entrepreneur, ça. Ah ouais, j'étais même pas au courant qu'il y avait l'aide l'ACRE quand tu ouvres ton statut. C'est ça, t'en apprends toujours des belles. Ça, c'est sûr qu'on ne tient pas forcément au courant des aides vraiment. Et tout. Donc, très compliqué. J'ai été mal accompagnée, mal entourée. J'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Et comme j'ai toujours su rebondir et que malgré tout, j'ai toujours gardé le cap, ça a encore plus motivé des personnes qui auraient souhaité peut-être être à ma place ou que je dérangeais tout simplement parce que je dérangeais. Ça les a encore plus motivés à me mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Moi, je pense que dans mon entrepreneuriat, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était les relations humaines. Vraiment. Relations humaines et ensuite administratif. De toute façon, relations humaines, tu es en plein dedans. Hein. Tu baignes dans les relations humaines. Donc, tu as dû en subir des belles, tu as dû voir... C'était quoi les critiques les plus difficiles que tu as eues? Non, c'est les trahisons, moi, que j'ai eu. Des opportunistes qui viennent, là, qui rentrent dans ton cercle, qui s'inspirent, qui partent avec ce que tu as donné. Pareil derrière. Ouais, ils recréent ou juste ils sont venus prendre, ils ont pris les contrats, ils sont repartis. Ça a été une boucle infernale. Et au contraire, la plus belle chose que tu as pu recevoir, est-ce que tu as quelque chose à laquelle tu penses, je sais pas, quelque chose de positif qu'on t'a dit ou que tu as apporté à quelqu'un? Est-ce que tu as un exemple? Quelque chose qui t'a fait dire, ok, là, j'ai vraiment apporté quelque chose à quelqu'un, à une personne. Je pense qu'en fait, c'est à chaque fois que je donne des cours ou à chaque fois comme je suis à la télévision aussi, tu vois, j'ai beaucoup de messages sur Instagram, je pense que c'est tout simplement la gratitude des personnes que je fréquente et à qui je transmets mes émotions et mes messages. C'est pour moi la plus belle reconnaissance et ça me prouve juste que je suis à ma place et que ce que je fais, je le fais pas pour rien. Et j'aide à ma manière. En fait, ce que je fais, c'est que je plante des graines et je les vois pas tout le temps germer. Mais je sais que je les ai plantées, tu vois. Ça me suffit. Ça te suffit. Et puis ça aide parfois des gens, parfois pas. Et t'inspire des gens. Et je pense que c'est la plus belle chose. Hein. Après, ce qui est étrange, tu vois, c'est que la reconnaissance, c'est vrai que c'était quelque chose que je recherchais et dont j'avais besoin au moment où j'avais créé tout ça. Parce que j'avais un manque. Et en fait, aujourd'hui, je cherche plus vraiment la reconnaissance. En fait, je m'en fiche complètement. Et c'est étrange parce que je me rends compte que du coup, si je la recherche plus, c'est que justement, je suis beaucoup plus alignée et beaucoup plus en paix. Et, je comprends totalement. Ouais, parce qu'au final, quand tu cherches la reconnaissance, du coup, t'es dans un manque, tu vois. Donc, tu y vas. Tu vas pour rechercher tu ça. Vois. Alors que là, maintenant, c'est juste que je viens avec tout ce que je suis, je transmets. Si je te prends, par exemple, mes cours de reggaeton en talons centrés sur le sacré féminin, en fait, par moments, en cours, on finit en pleurs, on se fait des câlins. Enfin, tu vois, et c'est naturel. Ce qui fait que tu cherches plus parce que ça vient naturellement, parce que du coup, tu es juste à ta place au moment où il faut. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu sais que t'es là et pas pour rien, tu vois. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la relation avec les autres, comme ça, dans l'humain? Parce que c'est ce partage aussi d'émotions, de sentiments, Ouais, je pense que j'aime les gens parce que pour moi, en fait, on a tous une partie en nous aimable. Et pour moi, de toute manière, les personnes les plus méchantes,
et qui font le plus de mal autour d'eux sont les personnes qui souffrent le plus. Et les gens qui souffrent sont des personnes qui, du coup, sont tourmentées, qui n'ont pas fait ce travail et ce cheminement de questionner leur âme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai autant de rancœur, de haine? Pourquoi je veux me venger? Et parce qu'en fait, au final, quand tu as la paix, quand tu as la résilience, quand tu as l'empathie, la compassion, le pardon et l'amour, ben, tu n'as pas tout ça. Et ce sont des personnes qui, pour moi, au final, souffrent. Et c'est justement vers ces personnes-là que j'aurais tendance à vouloir aller. En tout cas, aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans le jugement et je prends les choses beaucoup moins personnellement parce que je sais qu'au final, tu es ta propre interprétation de ce qui se passe en face de toi. C'est toi qui as ta propre gestion d'émotions. Et du coup, en fonction de comment tu vas interpréter la chose, si tu ressens de la colère au fond de toi, et bien, au final, il faut que tu te dises merci, parce que grâce à toi, je vais encore avoir une nouvelle leçon de vie. Je vais devoir apprendre à gérer cette colère, devoir poser des mots sur mes émotions, tenter un dialogue, parce que le dialogue, c'est super compliqué. Essayer de voir si on peut se comprendre, parce qu'on est tous différents. Un mot, pour toi, peut peut-être vouloir dire autre chose pour moi, en fonction de, pareil, mon éducation, mon enfance, mes traumas liés à l'enfance ou transgénérationnels. Tu vois, tout ça, le mot, même si le mot soleil et le mot soleil, ça se trouve pour quelqu'un, le soleil, c'est super négatif parce qu'il ne gère pas, alors que pour une autre personne, c'est quelque chose qui est hyper puissant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tout est une question de perception. Ouais. Et, mais à quel point c'est important l'entrepreneuriat pour toi? Ou l'ikigai, si on parle de l'ikigai, est-ce que c'est vraiment une mission de vie? Est-ce que c'est un but de vie? Ou est-ce que voilà, ça fait partie de ton cheminement? Tu vois, quelle serait ta vision de la vie en fait? Et à quel point l'ikigai est important? Je pense que c'est une question que même moi je me pose en vrai en tant qu'entrepreneur. Premièrement, l'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est deux questions différentes. Tu m'as demandé pourquoi l'entrepreneuriat pour toi c'est important. L'entrepreneuriat pour moi c'est important même si c'est dur pour que je puisse me sentir libre et être entièrement moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets dans un moule, tu n'es plus toi. Et moi, en fait, là, j'aspire vraiment à être en haute vibration et à diffuser tout ce que je suis en capacité de diffuser. Okay. La mission de l'ikigai, donc qui est ma mission de vie, en quoi c'est important? Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous une mission de vie sur Terre et que tu ne peux la diffuser qu'à partir du moment où tu as fait ton travail personnel et que tu sais pourquoi toi, en fait, tu es là pour toi. En fait, vu que tu es ta priorité, que tu es censé apprendre à te connaître et être aligné avec toi, être en paix. Okay. Et pour être en paix, du coup, il faut faire tout ce travail qui est douloureux. Hein. C'est qu'en étant dans l'obscurité qu'après tu peux retrouver la lumière, tu vois. Donc c'est difficile et on enclenche des mécanismes de défense, tels que la fuite ou le combat, parce qu'on n'a pas envie de sentir ces émotions qui sont douloureuses. Mais c'est un peu un combat personnel de rentrer dans ce cheminement parce qu'on sait que ça va être difficile, mais le fait de ne pas lâcher, d'être discipliné, d'avancer, c'est ce qui attrait peut-être au bonheur ou à ta raison d'être. Oui, après c'est propre à chacun, tu vois. Je sais pas si la discipline c'est le bon mot parce qu'au final, moi la discipline, tu vois, moyen. Bah quand même. Ça fait des années que tu développes ton concept, que tu lâches pas, tu vois. Pour être entrepreneur, il faut quand même être un minimum discipliné. Après, on peut pas être discipliné dans tout. Ah, tu vas pas faire tes papiers tous les jours, etc. Ouais, mais tous les jours, tu penses à ton but de vie, tu penses à partager avec les gens, à apporter quelque chose. La discipline, c'est la base. C'est la base pour réussir. C'est la base. C'est le fait de ne pas lâcher. Oui. Après, on peut pas être discipliné dans tout. C'est ça, oui. Mais le problème, c'est que quand, par exemple, si tu prends la salle de sport, voilà, tu as un objectif, tu veux prendre de la masse, voilà, objectif. Grâce à la discipline, tu peux rapidement atteindre ton objectif. Tous les jours, voilà, tu règles ton réveil, tu te lèves, routine, protéines, etc. Tu peux avoir cette discipline, mais étalée. Du coup, tu es moins discipliné et ça prend plus de temps. Si tu vois, quand c'est que j'ai commencé à créer mon truc, là, mon Chili Shape and Dance, l'idée que j'ai eue, elle est là depuis un moment quand même. Si j'avais été vraiment disciplinée, à mon avis, il y aurait longtemps que je serais aux côtés de très gros concepts fitness dance. Mais je suis une personne tellement passionnée et j'ai tellement de cordes à mon arc. On n'a peut-être pas tous aussi l'objectif final, tu vois. Je l'ai, cet objectif. C'est juste que ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Tu préfères être patiente et y aller. Oui, parce que je suis pas assez disciplinée, justement. Tu vois, je suis trop comme ça, là. Ou tu as envie de prendre ton temps aussi. Tu sais, ça peut faire partie du chemin. Tu peux y aller tranquille parce que tu poses tes bases, tu vas étape par étape. En tout cas, moi, c'est ma vision de la chose. Comment je te vois et comment même moi je veux faire les choses. Je veux y aller vraiment tranquillement. J'ai pas envie de
allez, vas-y, il faut absolument exploser. Oui, tu peux exploser tout du jour au lendemain. Enfin, si tu te donnes les moyens et tu te donnes à 200%, limite, tu mets ta vie de côté, t'es discipliné et tu vas apprendre, évoluer. Ouais, c'est ça, en fait. Mais il y en a qui ont cette envie de... Allez, je suis là pour tout déchirer, je me donne 1 an, 2 ans, et respect à eux, tu vois. Ouais, de ouf. Et il y en a, et vas-y, on y va plus chill, parce que pour moi aussi, c'est aussi le but de la vie, aussi de profiter des moments, d'y aller tranquillement, mais de poser ses bases et d'avancer étape par étape. En tout cas, je ne suis pas frustrée. Non, voilà, l'important est là, l'important est là. Si tu étais frustré, ça aurait été autre chose. Ok, Naïla, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir 100% confiance en toi, du coup? La confiance, ça dépend. Parce que pour moi, la confiance, c'est pas la même chose que l'estime de soi. La confiance, c'est quand tu vas aller faire une petite interview avec Jim et que du coup, tu sais pas trop ce qui va t'attendre et t'as pas trop confiance en toi. Ouais. Donc du coup, ça dépend du contexte. Des fois, j'ai grave confiance en moi. Je vais à la télé assez vite, je vais faire mon émission, j'ai confiance en moi. Je suis dans ma zone de confort. Donc, ma confiance, ça dépend du contexte. Par contre, mon l'estime, c'est-à-dire que si tu connais ta valeur, ça, c'est vraiment autre chose et c'est ce qui est le plus important, plus que la confiance. Quand tu as une belle estime de toi, dans ce cas-là, tu es bien ancré là, dans ton chakra sol. Là. Et là, oui. Là, moi, je peux te dire que oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime. Je m'aime. J'accepte mes défauts. Je suis alignée avec moi. Je suis en paix. Et j'ai encore plein de choses j'ai encore du chemin à faire, tu vois. Mais je suis OK avec ça. Magnifique. Et si quelqu'un souhaite suivre ta voie, ou en tout cas trouver son ikigai, pas ta voie toi personnellement, mais voilà, se dire demain j'ai envie de trouver ma voie propre à moi, et j'ai besoin d'avoir confiance en moi, de connaître mon estime, d'évoluer, de créer mon concept, je sais pas par où commencer, comment faire, quel conseil tu lui donnerais? Quel serait le plus beau conseil et le plus important? Si je dois me référer à moi, à mes expériences et comment je suis arrivée à mon ikigai, je dirais que du coup, il faut s'écouter, essayer de se comprendre, savoir là où ça coince et se faire aider et accompagner. Parce que moi, si j'ai réussi à arriver là où je suis aujourd'hui, c'est justement grâce à ce cabinet thérapeutique, Ikanji Bien-être. Et c'est eux qui m'ont accompagnée, ça fait maintenant 6 ans. Il y a 6 ans que j'ai créé Ina, avant que Ina revienne, avant que je réaccepte mon enfant intérieur, avant que je réaccepte mon hypersensibilité. J'étais juste Naïla Savidan, un masque social pour me protéger de tout, qui du coup était un peu irritante, on va pas se mentir, tu vois, parce que quand tu as des mal-être, en fait, tu as ce sourire constant qui au final est fake. Et tu ressens bien quand même que ça manque d'authenticité. Et lui, Youssouf, il a su, à travers Snapchat, justement, quand je commençais à péter, il a su voir qu'il y avait un problème. Il a compris qu'il y avait quelque chose à déceler. Il m'a invité à un séminaire, justement, sur tout ce qui était MBTI, CCTI. Tu sais, c'est quand tu apprends à savoir quel est ton trait de personnalité. ENFP, INFJ, truc du genre. Ça te parle? Ça me parle absolument pas. Mais c'est trop intéressant. Parce que du coup, moi, je suis ENFP, extraverti. N, c'est... Naïla. Oui, tout à fait. ENFP. F, c'est feeling, ça, c'est sûr. P, c'est perception. Tu vois, c'est quand tu es plus dans l'intuition, que tu te laisses plus guider par ton ressenti. Alors que l'inverse du P, c'est le J, c'est quand tu es beaucoup plus ordonné. C'est pas nous, quoi. Absolument pas. On n'est pas ça. Ça ne concerne pas. C'est les gens qui partent en voyage et il y a tout qui est prêt. Ah ouais, non. Tu vois, moi, mon billet, je le prends 3 jours avant et je vais je sais pas où. D'ailleurs, Malaga, je sais pas encore où je vais, mais j'y vais, tu vois. C'est vrai. Ah oui, parce que tu comptes bouger à Malaga, là, bientôt. Oui. Ta prochaine étape de vie. Oui, je quitte tout et je vais recommencer en Espagne. Ok, pourquoi? C'est comme ça, mon âme m'appelle au soleil, dans un autre pays. En fait, j'en ai un peu marre aussi de la vibration à Paris. Je trouve que c'est trop aigri. On n'est pas assez on n'est pas assez solidaires entre nous. Et quand je suis partie à Malaga, je me sentais trop bien là-bas. Puis juste par l'espagnol, tu vois. Je pense qu'aussi, il y a mes origines qui remontent. Oui, bien sûr. Caliente. Voilà, on va retrouver la Naïla solaire, mais comme jamais. Franchement, si déjà t'arrives à être solaire à Paris... Ah ouais, j'ai tout pété. Ah, c'est sûr. Une dernière question, Naïla. Une question que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi, la Naïla enfant?
Bah, elle n'a pas existé, elle est arrivée à 14 ans, la Naïla. Donc du coup, la Isabelle. La Isabelle, alors. La petite Isabelle. Ah, qu'est-ce que tu dirais à Isabelle? Bah, que je suis fière d'elle, que... Bah... Que, au final, elle n'a jamais été cette petite fille inutile, parce qu'elle se sentait inutile, que elle n'était pas abandonnée comme elle l'a pensé, parce que j'ai toujours ressenti cet abandon quand même. Et pas lié à mon adoption. C'est parce qu'en fait, je me suis abandonnée moi-même, tu vois. Ok. Et je voudrais juste lui dire que faut pas qu'elle ait peur de ressentir tout ce qu'elle ressent. Et surtout, faut pas qu'elle ait peur de se défendre, par peur de ne plus être aimée, par peur d'être rejetée. Qu'on doit, on doit la respecter, et pour qu'on la respecte, bah, il faut qu'elle montre comment on doit la traiter, vu qu'en fait, bah, c'est nous qui montrons aux gens comment nous traiter, tu vois. Donc ouais, si je pouvais retourner dans le passé et lui parler pour éviter toutes les souffrances qu'elle a traversées, je lui dirais tout ça. Et je lui ferai un gros câlin. Ouais. Naïla, merci pour tout. Merci pour ta lumière, pour ta joie de vivre, d'être venue sur ce podcast, d'avoir échangé avec ceux qui nous regardent. Franchement, je pense que tu vas en inspirer beaucoup. Et c'était cool de te connaître à travers ton cheminement, ton évolution, tes souffrances aussi. Parce qu'on voit la Naïla toute... dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails, mais... détails, mon gars, c'est fini après, mais bon, voilà. On en reparlera peut-être une fois. Mais en tout cas, merci pour tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Naïla? Merci à toi de m'avoir fait venir. Et de mettre tout ça en place aussi. Avec Parce plaisir. que toi aussi, hein, si tu fais ça, c'est pas pour rien. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur mes réseaux sociaux. Ouais. Naïla-du-bas Savidan. Ok. S-A-V-I-D-A-N, comme les poissons, ça vit dans l'eau. J'enlève le S à la fin. Tu trouvais plus nul que moi en blague. Dani. Superbe. Ok, bah Naïla Savidan, suivez-la sur les réseaux sociaux. Merci à Aurora Agency et Aurora Studio de nous avoir accueillis dans ce lieu. Merci à Kevin Lydie derrière la caméra, Dani Westos toujours à la DA. Bang. Merci à toi. Au plaisir Jim Winter, grand photographe, grand vidéaste, être de lumière, qui est là aussi pour diffuser plein de messages et plein de choses. Bah écoute, on essaye de transmettre de bonnes énergies et de dire aux gens c'est possible, n'arrêtez rien, on peut tous trouver notre voie. Et bah, si on peut vous donner quelques petites clés, quelques petits tips, bah, on le fait avec plaisir. Le peuple attend le face-to-face Jim avec Jim. Hein. Ah bah écoute, peut-être, bientôt. Merci Naïla. Chili shape And dance. Coupé. Franchement, c'était dur, mais mon père, je lui ai dit j'ai toujours pensé que je n'étais pas à la hauteur et que tu aurais préféré avoir un enfant à toi, quoi. Ouais, putain, ouais, c'était trop dur. Ouais. Ah ouais, franchement, mon papa, c'était... Ah, c'était quelque chose, hein. C'était un vrai sujet, ça. Ouais, bon oui, l'adoption et tout, bien sûr, c'est un vrai sujet. Puis finalement, il a compris. Et ça a ouvert quelque chose. Bien sûr. Et surtout que quand je lui ai dit, j'ai commencé mon discours en lui disant tout ce que je vais dire, c'est absolument pas pour t'accabler, je t'en veux de rien, mais je veux te dire ce que je ressens pour qu'on puisse évoluer différemment, parce qu'aujourd'hui, je souffre encore de cette relation, tu vois. Et j'ai besoin que mon papa, il prenne de mes nouvelles. Mon papa, tu vois. Pas, vas-y, c'est comment, t'as envoyé tes CV, nanana, tu vas travailler là, tu gagnes combien Je comprends. T'as besoin d'un vrai amour, d'un père, quoi. L'amour